وهيدا حقكم وحصلتوا عليه، الله يوفقكم. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle semaine d'actualité. Voici les titres de ce journal. Michel Sleiman et Tamam Salam d'accord pour que la nouvelle grille des salaires soit accompagnée d'un équilibre entre les revenus et les dépenses, ainsi que d'un chantier de réforme administrative qui sanctionne la corruption et contrôle les dépenses. Les députés du 14 mars, pas loin d'aboutir à un consensus autour d'un seul candidat de l'Alliance à la présidence. Fouad Seynoura va se charger des concertations avec toutes ses composantes. L'armée syrienne reprend le contrôle de la ville chrétienne de Maaloula alors que les rebelles accusent le régime de Damas d'attaques au gaz chloré dans le village de Kfar Zaïta dans la province centrale de Hama. Et à suivre également dans ce journal, en Ukraine, les pro-russes de l'Est russophone ne désarment pas et tiennent toujours tête au gouvernement après l'expiration de l'ultimatum fixé par Kiev. Réunion entre Michel Sleiman et Tamam Salam au palais de Bravda ce lundi. Le président et le Premier ministre ont abordé les derniers développements politiques et sécuritaires ainsi que les dossiers débattus au Parlement, dont celui de la grille des salaires notamment. Ils estiment que pour que la nouvelle grille soit approuvée, elle doit être accompagnée d'un équilibre entre les revenus et les dépenses, ainsi que d'un chantier de réforme administrative qui sanctionne la corruption et contrôle les dépenses. Sleiman a également reçu le ministre de l'Intérieur, Nohad El Machnouk, qui l'a informé de la situation sécuritaire, notamment à Tripoli et dans la Bekaa, où l'armée et les FSI ont lancé un vaste plan de sécurité. Le président du bloc parlementaire du Coran du Futur, Fouad Seynoura, va se charger des concertations avec toutes les composantes du 14 mars en vue de l'échéance présidentielle. C'est ce qu'a indiqué ce lundi le député Ammar Houri, une décision qui intervient suite à la rencontre entre Fouad Seynoura et l'ancien Premier ministre Saad Hariri à Riyad. Selon Houri, les députés ne sont pas loin d'aboutir à un consensus autour d'un seul candidat du 14 mars à la présidence. Gebran Bassil réitère le refus du Liban de l'implantation des Palestiniens. Lors d'un point de presse, le ministre des Affaires étrangères a indiqué que cette position concerne aussi bien les Libanais que les Palestiniens et reflète leur volonté avant tout. Selon lui, le refus de l'implantation sauvegarde l'entité libanaise et la position du pays à cet égard est immuable. Le chef de la diplomatie libanaise estime que tout processus de naturalisation serait bénéfique à Israël. Car si le Liban accepte l'implantation des Palestiniens, cela reviendrait à leur dénier leur droit au retour. Gebran Bassil a par ailleurs assuré que le Liban n'est concerné par aucun accord israélo-palestinien. Il a également souligné que le Liban a émis des réserves sur la résolution adoptée par les ministres arabes des Affaires étrangères à l'issue de leur réunion début mars au Caire, car l'expression « droit au retour » n'y est pas clairement mentionnée. Tout de suite, le point sur la situation en Syrie. Ce lundi, l'armée syrienne appuyée par des combattants du Hezbollah ont repris la localité chrétienne de Maaloula, à une cinquantaine de kilomètres au nord de la capitale Damas. Il s'agit de la dernière prise en date pour les forces du régime dans les montagnes de Kalamoun, non loin de la frontière libanaise. Ces derniers mois, l'armée de Bachar el-Assad a repris le contrôle de plusieurs zones jusqu'alors tenues par les insurgés, ainsi que de certaines villes frontières. Des avancées qui lui ont permis de couper les voies d'approvisionnement aux rebelles en provenance du Liban et de sécuriser l'axe routier qui mène de Damas vers le centre de la Syrie, vers Homs et la Méditerranée. Et puis des opposants syriens disent avoir la preuve que les forces du régime ont utilisé des armes chimiques lors de 2 attaques la semaine dernière. Des accusations avec des photos et un document vidéo à l'appui. Les rebelles et le gouvernement se rejettent la responsabilité des attaques au gaz chloré menées vendredi et samedi contre le village de Kfar Zaïta. Ce village tenu par les insurgés se situe dans la province centrale de Hama, à 200 km de Damas. La télévision nationale syrienne affirme pour sa part que le front Al-Nusra, lié à Al-Qaïda, est responsable de ces attaques qui ont fait 2 morts et plus de 100 blessés. En décembre dernier, souvenez-vous, une enquête de l'ONU avait conclu que du gaz sarin avait sans doute été utilisé dans la plaine de la Ghouta orientale l'été dernier, faisant plusieurs centaines de morts.
Dans le reste de l'actualité régionale de ce lundi, le maréchal Abdel Fattah el-Sisi est officiellement candidat à la présidence égyptienne. Son avocat a déposé son dossier de candidature ce lundi à la commission électorale, à savoir les résultats des examens de santé de Sisi, ainsi que les signatures requises pour être candidat au scrutin prévu les 26 et 27 mai et dont il est le grand favori. Selon la loi égyptienne, chaque candidat doit réunir 25 000 signatures d'électeurs rassemblés dans au moins 15 des 27 provinces du pays. Le maréchal en a rendu plus de 460 000 selon son avocat. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 20 avril et la commission doit ensuite annoncer les noms des candidats retenus le 2 mai, soit la veille de l'ouverture officielle de la campagne. Alors que les négociations de paix sont au point mort au Proche-Orient, le ministre israélien de la Défense a autorisé un groupe de colons juifs à réintégrer une maison réclamée par une famille palestinienne à Hébron, en Cisjordanie. En 2012, une cour israélienne avait pourtant donné raison à la famille palestinienne après l'évacuation des colons en 2008. Mais la Cour suprême a modifié le verdict le mois dernier, autorisant le retour avec l'autorisation du ministre de la Défense. La construction est située près du tombeau des patriarches, également appelée mosquée d'Ibrahim par les musulmans, dans une zone d'accès interdite aux Palestiniens. Hébron est la deuxième ville sainte du judaïsme. Elle est également sacrée pour l'islam. Le procès de Saadi Kadhafi et Saif el-Islam Kadhafi, deux des fils de l'ancien dictateur libyen, Mohamed Kadhafi, s'est ouvert ce lundi à Tripoli pour crimes de guerre et corruption. Ni l'un ni l'autre n'étaient présents dans le tribunal de la prison Al-Hadba. Plus de 30 autres responsables du régime Kadhafi sont également jugés lors de ce procès. Un procès très suivi par la communauté internationale car il va fournir des indices sur la mise en place d'un État démocratique après l'insurrection de 2011 qui avait fait tomber la dictature. Saadi Kadhafi a été extradé début mars du Niger vers la Libye. Quant à Saif el-Islam, longtemps considéré comme l'héritier politique de son père, il est détenu par une milice de Zentan dans l'ouest du pays. Elle refuse de le livrer au gouvernement central. Dans un instant, un attentat sanglant fait plus de 70 morts à Abuja, au Nigeria. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV et cette journée sanglante au Nigeria. Un double attentat dans une station d'autobus bondée de la banlieue d'Abuja a fait au moins 71 morts et 124 blessés. L'explosion a eu lieu à l'heure de pointe matinale. Selon les premiers indices de l'enquête, une des bombes se trouvait à l'intérieur d'un véhicule. La capitale du Nigeria n'avait plus connu d'attaque de ce type depuis avril 2012. Aucune revendication pour l'heure, mais les soupçons des autorités risquent de se porter sur l'organisation islamiste armée Boko Haram. La semaine dernière, des islamistes présumés avaient tué au moins 60 personnes lors de l'attaque d'une localité dans le nord-est. Envoyer un robot sous-marin à la recherche de l'épave de l'avion de Malaysia Airlines disparu il y a plus de 5 semaines. C'est ce qu'a décidé de faire l'Australie dans le sud de l'océan Indien. Hier soir, le navire Ocean Shield a détecté une nappe de carburant près de la zone de recherche. Une zone resserrée autour des signaux détectés il y a plus d'une semaine. 2 litres de carburant ont été récupérés et vont être analysés. Le navire va cesser de chercher des signaux avec la sonde hydrophonique. Il en avait capté plusieurs dont la fréquence correspondait à ceux provenant de boîtes noires. Les batteries des boîtes noires du vol MH370 ont désormais dépassé leur durée de vie qui est en principe de 30 jours. L'ultimatum fixé par les autorités aux séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine a expiré. Kiev leur a donné jusqu'à ce matin pour déposer les armes et quitter les bâtiments publics qu'ils occupent. Et ce, après une série d'attaques visiblement coordonnées lancées samedi par des hommes armés dans des villes de l'Est russophone. Le président ukrainien a annoncé hier la décision de déclencher une opération antiterroriste à grande échelle dans l'Est de l'Ukraine. Alexander Turchinov a promis l'impunité à tout séparatiste qui poserait les armes d'ici ce lundi matin. Les événements dans l'est de l'Ukraine rappellent les événements du mois de mars en Crimée, la péninsule ukrainienne rattachée à la Russie après l'intervention de groupes armés et un référendum controversé. Réaction. La crise ukrainienne, qui représente sans doute un des plus grands risques pour la paix et pour la stabilité en Europe, et ce depuis la chute du mur de Berlin, face à des actes qui ne peuvent rester sans conséquences. La France et l'Allemagne, encore aujourd'hui, travaillent et doivent travailler sans relâche
à une réponse ferme et à une réponse unie. Je crois qu'il faut simplement continuer à faire pression et s'il le faut, je le dis, en augmentant les sanctions. On a prévu des phases dans les sanctions. Il faudra peut-être aller vers les sanctions économiques pour faire entendre raison. Le but, c'est effectivement de venir à une désescalade, de revenir au calme dans la région. Jusqu'à présent, on n'a rien vu de cela. Valparaiso, vallée du paradis, porte bien mal son nom ces derniers jours au Chili. La ville portuaire en proie aux flammes a vécu une nouvelle nuit infernale. Le gigantesque incendie qui a éclaté samedi soir n'est toujours pas maîtrisé. Il a provoqué la mort d'au moins 12 personnes et détruit 850 hectares ainsi que 2000 habitations. Des milliers de personnes ont été évacuées. 1200 pompiers, appuyés par des avions et des hélicoptères bombardiers d'eau, continuent de combattre le sinistre. Situé à 135 km au nord-ouest de la capitale Santiago, Valparaiso est l'un des plus importants ports du Chili. La présidente Michelle Bachelet a déclaré l'état d'urgence et envoyé l'armée pour assurer l'ordre. Ni le port, ni le quartier historique inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO n'ont été touchés. Le parquet de Paris a requis un non-lieu général dans l'affaire de la vache folle après 17 ans d'enquête sur l'un des plus grands scandales sanitaires du XXe siècle qui a fait 200 morts, dont 27 en France. L'examen des dossiers n'a pas permis d'établir de façon certaine que la nourriture distribuée aux bovins contenait bien des protéines animales. Quand l'ESB, l'encéphalopathie spongiforme bovine ou la maladie de la vache folle, est apparue en Europe à la fin des années 80, l'utilisation de ces farines dans la nourriture pour animaux avait été mise en cause. En 1996, une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez les humains en Angleterre a été découverte, probablement provoquée par l'ingestion de produits bovins atteints par l'ESB. Les farines animales ont alors été interdites en Europe pour les ruminants, puis pour tous les animaux de consommation. Un ancien chef du Ku Klux Klan a commis un triple meurtre antisémite au Kansas. Il doit passer devant un juge en comparution immédiate. Si la police a déclaré qu'il est trop tôt pour affirmer que les motivations du meurtrier étaient bien racistes, de nombreux éléments vont bien dans cette direction. Fraser Glenn Cross, 73 ans, est en effet un ancien chef d'une unité du KKK. Selon plusieurs témoins, il a crié plusieurs fois « Heil Hitler » dans la voiture de police qu'il a emmenée après son interpellation. Les meurtres ont eu lieu sur le parking du centre communautaire juif d'Overland Park, une banlieue de Kansas City, puis dans une maison de retraite juive du même secteur. L'une des victimes est un adolescent de 14 ans. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui marquaient l'actualité de cette journée. Michel Sleiman et Tamam Salam d'accord pour que la nouvelle grille des salaires soit accompagnée d'un équilibre entre les revenus et les dépenses, ainsi que d'un chantier de réformes administratives qui sanctionne la corruption et contrôle les dépenses. Les députés du 14 mars, pas loin d'aboutir à un consensus autour d'un seul candidat de l'Alliance à la présidence. Fouad Seniora va se charger des concertations avec toutes ses composantes. L'armée syrienne reprend le contrôle de la ville chrétienne de Maaloula alors que les rebelles accusent le régime de Damas d'attaques au gaz chloré dans le village de Kfar Zeita dans la province centrale de Hama. Et puis en Ukraine, les pro-russes de l'Est russophones ne désarment pas et tiennent toujours tête au gouvernement après l'expiration de l'ultimatum fixé par Kiev. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.